Un rapport indique que la lettre de rançon liée à Nancy Guthrie affirme qu'elle est saine et sauve, mais effrayée. À tous ceux qui retiennent notre mère, nous voulons avoir de vos nouvelles. Nous n'avons rien entendu directement. Le fils de Nancy Guthrie s'adresse au ravisseur de sa mère dans une vidéo diffusée cette nuit sur Instagram, là où les recherches pour Nancy se concentrent. Alors que le FBI offre désormais des milliers de dollars comme récompense, nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Nous sommes au 6e jour de la recherche de Nancy Guthrie et l'une des deux dates de la supposée lettre de rançon est dépassée. Je suis Cameron Guthrie. Au nom de la famille Guthrie, je m'adresse à la personne qui retient notre mère. Nous attendons de vos nouvelles. Nous n'avons rien reçu directement. Nous avons besoin que vous nous contactiez et nous avons besoin d'un moyen de communiquer avec vous afin que nous puissions avancer. Mais d'abord, nous devons savoir que vous avez notre mère. Nous voulons vous parler et nous attendons un contact. C'est la vidéo publiée au moment où le FBI annonce qu'une échéance figure dans la lettre de rançon présumée, que les autorités et la famille Guthrie prennent désormais très au sérieux. Cette échéance était jeudi à 17 h, heure des Rocheuses. Le FBI a également déclaré qu'il y a une deuxième date limite indiquée dans la lettre, affirmant qu'elle se situait vers un moment donné, ce lundi à venir. Ils n'ont pas donné de détails jeudi lors d'une conférence de presse au shérif du comté de Pima. Cependant, ils ont révélé des informations clés présentes dans la prétendue lettre. Ensuite, pour la lettre de rançon, nous savons qu'elle a d'abord été envoyée aux médias locaux, puis nationaux. Comme pour chaque piste, nous la prenons au sérieux. Nous sommes en communication avec la famille et bien que nous conseillions et recommandions du point de vue des forces de l'ordre, toute décision concernant une rançon revient en fin de compte à la famille. Merci à ceux de la communauté qui ont appelé pour donner des informations. Pour toute personne qui pourrait avoir des informations, même si elles vous semblent insignifiantes, veuillez les signaler. Vous pouvez le faire en appelant le Unwit Sense Call FBI ou en ligne sur tipsfbi.gov. Maintenant, la prétendue lettre de rançon dont on a parlé a été reçue par TMZ, ainsi qu'au moins 2 chaînes de télévision locales à Tucson selon TMZ. Le FBI leur a demandé de ne pas partager certaines informations contenues dans la lettre, mais ils ont révélé de nouveaux détails cette nuit, dont nous allons parler ici dans un instant. Le FBI a indiqué qu'il n'y avait eu aucune communication depuis jeudi. Les Guthrie, au-delà de cette prétendue lettre, essaient toujours de déterminer si elle est réellement liée aux personnes qui auraient enlevé Nancy Guthrie. Ils ont dit qu'il y a certains détails concernant cette lettre, sa chronologie, qui sont simplement étranges dans ce genre d'affaires, notamment le fait que les ravisseurs envoient cette lettre. Mais il n'y a eu aucune communication depuis lors. Cette lettre qui a été envoyée aux chaînes de télévision locales le 2 février, le lendemain de l'enlèvement de Nancy. Ils disent aussi que c'est étrange étant donné qu'il s'agit de cette femme âgée qui a besoin de médicaments chaque jour et que sans eux, selon le shérif, cela pourrait maintenant lui être fatal. Après la conférence jeudi, nous avons aussi observé de l'activité chez Nancy Guthrie. Mais il semble maintenant que les autorités ratissent la zone autour du domicile de la fille de Nancy, Annie. Voici des photos de la maison d'Annie à Tucson, et elle est la fille aînée de Nancy Guthrie. On pense que c'est là que Nancy a dîné samedi soir. Les médias disent avoir vu les forces de l'ordre fouiller le quartier près de la maison d'Annie. Jeudi soir, ils ont sollicité des vidéos de surveillance auprès des voisins. Plus tôt dans la semaine, ils avaient fait de même dans le quartier de Nancy. Il n'est pas certain qu'il s'agisse des forces de l'ordre qui reprennent leur démarche. Ils réexaminent simplement le quartier d'Annie, car on pense que Nancy s'y trouvait avant de rentrer chez elle, où elle aurait été enlevée. Ou bien est-ce dû à de nouvelles informations? Le gouvernement fédéral fournit bien plus de ressources depuis 24 à 48 heures pour aider le bureau du shérif du comté de Pima. Donc, est-ce une situation où ces nouvelles ressources sont simplement en train de s'acclimater à la région? Ils n'ont pas donné plus de détails, mais on remarque plus d'activité autour de la maison. Là où Nancy Guthrie aurait dîné avant de rentrer chez elle et d'être enlevée plus tard dans la nuit, tôt dimanche matin. Des rapports indiquent aussi que les forces de l'ordre ont saisi jeudi un véhicule de la famille d'Annie Guthrie. Le shérif du comté de Pima a évoqué ce point et l'a présenté davantage comme une procédure standard pour examiner les preuves dans cette affaire.
Il est possible que ce soit le véhicule que Nancy Guthrie a utilisé pour rentrer chez elle après le dîner chez Annie. La voiture, comme celle qui était à la maison. Ce sont des pratiques d'enquête standard, incluses dans le mandat de perquisition et les ordonnances du tribunal. Nous retirons le véhicule pour analyser la scène. Le shérif a indiqué que Nancy a pris un Uber pour aller chez Annie vers 17h30 samedi. Elle dîne avec sa famille, joue à des jeux, une soirée très typique. Et ensuite, en été, selon le shérif, sa famille, elle la ramène chez elle, où elle vit seule et elle arrive chez elle vers 21h45. Maintenant, on a demandé au shérif qui était la personne ou les personnes, les membres de sa famille, qui l'ont ramené chez elle. Mais le shérif a dit qu'il allait simplement répondre sa famille pour l'instant, sans préciser qui était la personne qui a ramené Nancy chez elle. C'est intéressant, mais peut-être que le shérif veut juste protéger les non concernés. Comme il l'a redit hier, ils n'ont ni suspect ni personne d'intérêt dans cette affaire. Pouvez-vous confirmer si c'était Annie ou son gendre qui l'a également raccompagnée chez elle ce soir-là? La chronologie du shérif évoquait seulement la famille, pas un membre précis. Nous dirons simplement la famille. Avant d'aborder le contenu supposé de ces lettres de rançon, je souhaite revoir la nouvelle chronologie. Ce que les forces de l'ordre ont dit pour la première fois en exposant ce qu'elles ont découvert dans cette enquête. Il est aussi crucial d'évoquer ce que les forces de l'ordre taisent, car cela peut éclairer leur position actuelle, affirment les adjoints. Nancy rentre chez elle à 21h48, sa porte de garage s'ouvre, puis se referme 2 minutes après. On suppose qu'elle va alors se coucher. Les choses deviennent préoccupantes. Quelques heures après, à 1h47 du matin, la caméra de la sonnette de Nancy se déconnecte. Vous vous rappelez sans doute cette vidéo de News Nation plus tôt cette semaine, montrant la sonnette manquante à la porte de Nancy. La nouvelle information que nous avons à ce sujet est la suivante. Le shérif a déclaré que les forces de l'ordre ne possèdent pas cet appareil, cette caméra. Le shérif a également indiqué que le sang retrouvé sur les marches devant la maison a été envoyé pour une analyse ADN, et il s'est avéré qu'il s'agissait du sang de Nancy. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas encore de preuves testées positives à l'ADN d'une autre personne. Ils ont précisé qu'ils attendent encore certains résultats. La caméra de la sonnette a disparu, mais il y a un logiciel dans la maison qui a détecté un mouvement. Devant la maison à 2h12, le shérif annonce qu'ils n'ont pas pu obtenir de vidéo de l'extérieur. Il admet que cela pourrait être un animal ou un élément clé pour l'enquête, voire le suspect ayant enlevé Nancy Guthrie. Vous avez 2h28. C'est un élément très important. Le pacemaker de Nancy se déconnecte de son iPhone. Maintenant, les forces de l'ordre disent qu'elles ont le téléphone de Nancy. D'après nos recherches, de nombreuses applications de pacemaker peuvent se déconnecter si elles sont éloignées du téléphone. Ce n'est peut-être pas une situation où quelqu'un entre dans un téléphone et désactive physiquement l'application ou quelque chose comme ça. Maintenant, Nancy ne se présente donc pas à l'église le lendemain, dimanche, et c'est là que la famille commence à s'inquiéter. Ils vont vérifier chez elle juste avant midi. À 12h03, le 911 est appelé Nancy. Comment? Moi, femme âgée de 84 ans, j'ai vu le nouveau méchant. Après 22h00 depuis hier, a de l'hypertension, un pacemaker et des problèmes cardiaques. Il est important d'évoquer ce que les forces de l'ordre taisent dans une telle affaire. Nous l'avons fait. Le shérif a précisé qu'il ne révélera pas qui a raccompagné Nancy depuis chez Annie Guthrie. Il a aussi réfuté un rapport évoquant des signes d'effraction chez Nancy. Quelqu'un avait mentionné qu'il y avait eu une effraction. Je n'ai aucune idée d'où cela vient. Nous avons été très cohérents. Nous n'en discutons pas du tout. Que ce soit une effraction ou non, c'est quelque chose dont nous ne parlons tout simplement pas. Je ne sais pas d'où vient cette information. Donc vous entendez le shérif critiquer ce rapport, mais il ne dit pas si c'était faux. Il n'a pas précisé si plus de sang avait été trouvé chez Nancy et a refusé de commenter la scène de crime. Donc tout ce que nous savons officiellement, c'est que la maison de Nancy semblait être une scène de crime dès le début. Nous allons donc maintenant parler davantage de cette prétendue lettre de rançon. Et de nouvelles informations à ce sujet arrivent. C'est très important, donc nous le savons. La lettre a été envoyée à 2 chaînes locales de Tucson et à TMZ. Et cette lettre de rançon comportait 2 échéances dont nous avons connaissance. L'une d'elles étant jeudi à 17h, heure des Rocheuses.
Elle aurait aussi exigé une importante somme en bitcoin, d'après le FBI. La lettre évoquait la montre Apple de Nancy, retrouvée sur un chargeur à la maison, ainsi qu'un projecteur dont le sort reste incertain. Lors de la conférence de presse, il a été indiqué que la maison de Nancy est visible depuis la rue où sont les médias. On ignore si cette information était publique ou connue uniquement du ravisseur. Maintenant, nous ne savons pas si la famille Guthrie a reçu la même lettre. Savannah Guthrie a évoqué l'intelligence artificielle, des images et des voix dans la vidéo de mercredi soir. Souvenez-vous-en. Nous sommes prêtes à parler. Cependant, nous vivons dans un monde où les voix et les images sont facilement manipulées. Nous devons savoir sans aucun doute qu'elle est en vie et que vous l'avez. Le FBI ne précise rien de plus, ni sur d'éventuelles images, enregistrements ou autres communications, que les lettres de rançon. Nous connaissons ce type de communication, mais pour la famille Guthrie, cela reste flou. Harvey Levin de TMZ. Il est passé à la télévision câblée hier soir, et il a dit dans la lettre qu'ils ont reçue. La seconde échéance était lundi, comme l'a dit le FBI, sans donner plus de détails. Mais il l'a aussi affirmé chez Hannity sur Fox News, précisant que cette deuxième échéance est, je cite, bien plus importante. La lettre débute en affirmant qu'elle est en sécurité mais apeurée, puis précise qu'elle comprend la demande. Et donc ils sont, vous savez, à travers nous, en train de dire à la famille, et évidemment le bureau du shérif a remis la lettre à la famille. Nous avons reçu exactement ce qu'ils exigent, et ils disent que Nancy en est consciente. Fin de citation. Donc, il a ajouté que le FBI collabore avec l'informatique de TMZ pour identifier l'expéditeur de l'email. Mais cela pourrait être un défi. Il a également déclaré qu'il y a des éléments dans l'email qui lui font croire que la personne qui a enlevé Nancy Guthrie est originaire de la région de Tucson. Il a dit, je cite, « Une phrase dans cet email me fait vraiment croire que l'auteur en est bien la personne. » Et s'ils disent la vérité que Nancy se trouve dans un rayon autour de la région de Tucson, pas à Tucson en ce moment, mais dans le rayon, cela pourrait être le Nouveau-Mexique. Je ne sais pas à quelle distance, mais je pense qu'au moins ce que les autorités ont, c'est qu'elles ont un rayon et c'est déjà quelque chose. Le FBI propose 50 000 $ pour toute information aidant à retrouver Nancy Guthrie et à arrêter ses ravisseurs. Et toute personne ayant des informations peut appeler le Unread Sense Call FBI et le numéro, ou se rendre sur le site tips.fbi.gov. Vous pouvez rester anonyme maintenant. Sur un autre point lié à cette affaire, le FBI indique avoir arrêté une personne qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre et qui aurait tenté de profiter de la famille Guthrie dans ces moments les plus difficiles. La plainte déposée devant un tribunal fédéral en Arizona accuse Derek Calella, un Californien, d'avoir contacté la famille Guthrie par 2 SMS et un appel, se faisant passer pour l'expéditeur des prétendues notes de rançon exigeant des bitcoins. Âgé d'une quarantaine d'années, il aurait avoué au FBI après sa garde à vue et l'information de ses droits. Il a contacté la famille Guthrie après la publication de leur vidéo émouvante, suppliant les ravisseurs de les joindre. Calella aurait trouvé les numéros de téléphone de 2 membres de la famille très proches de Nancy Guthrie grâce à des sources ouvertes en ligne. Il leur aurait envoyé des messages textes alors qu'ils suivaient cette histoire à la télévision, et le message qu'il aurait envoyé disait, je cite, « Avez-vous reçu le bitcoin ? Selon le FBI, nous attendons la transaction. » Il a ensuite appelé un membre de la famille de Nancy juste après le message pour un appel de 9 secondes. Calella a admis avoir utilisé une application qui permet d'appeler quelqu'un à partir d'un numéro de téléphone différent du sien. Aussi rusé qu'il le pensait, selon les allégations, ce n'était apparemment pas à la hauteur du FBI, car ils ont réussi à contourner cette application. Très rapidement, ils ont découvert que l'application qu'il utilisait était liée à une adresse email. Derek Calella chez gmail.com. Le SWAT l'a arrêté et il fait face à 2 chefs d'accusation fédéraux. Et je veux dire, bien sûr, quand on regarde ça, on se demande quel genre de personne c'est, et il n'est pour l'instant qu'accusé. À ce stade, il n'a pas été reconnu coupable, mais et bien sûr, ce ne sont que des allégations. Quel genre de personne regarderait cette vidéo émouvante de Savannah Guthrie et ses frères et sœurs, puis tenterait d'en profiter? C'est incroyable. Cependant, les forces de l'ordre précisent de bien, dans la plainte pénale que nous avons, je cite, « Les 2 messages n'étaient pas liés à la demande de rançon du 2 février 2026. Le FBI affirme donc que cette personne tentait juste de profiter de la famille. Il pense que cette personne n'est pas réellement liée à l'enlèvement de Nancy Guthrie. »
Pour en discuter, accueillons Mike King, commandant de police à la retraite et animateur de Profiling Evil. Et nous parlerons un peu plus du projet que vous venez de lancer cette semaine. Vous examinez ces lettres de rançon et souhaitez revoir ce que nous savons, car vous disposez d'informations des forces de l'ordre. TMZ affirme les avoir et des infos circulent. Deux échéances. L'une déjà passée jeudi à 17h, heure des Rocheuses. L'autre, jugée plus préoccupante par TMZ, fixée à lundi. Est-il fréquent qu'une lettre de rançon ait deux échéances? Il est fréquent que cela soit envoyé à plusieurs endroits. Je pense à de grandes affaires passées, comme celle du poseur de bombes solitaires, comment il a envoyé son manifeste et ses exigences à plusieurs agences. Ce qui m'intrigue, Chris, c'est que nous ne savons pas vraiment, avec les informations actuelles, même après la conférence de presse d'hier, à propos d'un individu arrêté pour avoir tenté de profiter de ces lettres de rançon et d'essayer d'obtenir de l'argent lui-même. Je ne sais pas si c'est l'une de ces deux lettres ou s'il y en avait trois et qu'ils l'ont déterminé. Donc devons-nous déjà penser, en ont-ils vendu une des deux? Et c'était vraiment un seul email officiel de rançon qui a été envoyé à plusieurs endroits. Et ce gars a sauté sur l'occasion et est devenu la lettre numéro 2. Ou s'il y en a trois ou plus, et là ça devient vraiment intriguant. Mais ce que ça fait, c'est que ça nous indique quelque chose. Nous devons comprendre le contenu des lettres ou des emails. Sont-ils cohérents les uns avec les autres? Ou bien y a-t-il quelqu'un qui fait simplement de très bonnes suppositions compliquées? Et vous savez, on a entendu des arguments à propos de l'Apple Watch aperçu sur des photos et d'autres choses où les gens peuvent théoriser. Vous pouvez chercher sur Google et supposer des choses sur les résidents, ce qui permet facilement de faire croire que vous en savez plus. C'était comme autrefois chez les Roms ou Gitans qui recueillaient un maximum d'informations sur quelqu'un avant d'avoir des visions et de leur projeter ce savoir. Oui, vous savez, je pense aussi à la première vidéo Instagram publiée mercredi soir sur l'Instagram de Savannah Guthrie, montrant les trois frères et sœurs. Et parce que TMZ avait rapporté qu'ils avaient reçu cette lettre de rançon. Et à ce moment-là, on se demande, eh bien, est-ce que c'est quelque chose que le FBI prend vraiment au sérieux? Et puis, il parle de cette prétendue lettre. On ignore s'ils ont eu autre chose que ce que TMZ ou les deux chaînes de télévision possèdent. Savannah Guthrie mentionne l'IA, les images, les voix. Je ne sais pas si c'est pour dire, s'il faut une preuve de vie, tu sais. Nous comprenons que l'IA est différente et que nous avons besoin d'une certaine forme, d'une sorte de preuve. Mais le FBI a aussi déclaré, et ils ont dit que c'était inhabituel. Aucune communication n'a eu lieu, lettre envoyée. Quoi que la famille Guthrie ait reçu, que ce soit la même chose que TMZ ou autre chose, c'est d'abord allé à TMZ, puis les deux chaînes de télévision l'ont transmis à la famille Guthrie. Quoi qu'il en soit, il n'y a eu aucune autre communication depuis. Dans des cas comme celui-ci, même lorsque vous connaissez quelqu'un qui semble être impliqué, il n'y a pas d'ADN laissé sur les lieux. Quelqu'un qui a vraiment tout planifié. À quel point est-ce fréquent qu'il n'y ait plus de signes de vie après l'envoi d'une telle note? Vous savez, je trouve cela vraiment troublant et j'espère que ce n'est pas un signe que, par exemple, Nancy est décédée et qu'il pense maintenant, je n'ai plus de monnaie d'échange et qu'ils tentent juste de minimiser leur rôle dans cette affaire. Ou s'il y a quelque chose de plus. J'ai entendu beaucoup de gens discuter sur les réseaux sociaux du fait que le premier appel de la famille est passé par Instagram. Eh bien, Savannah a énormément d'abonnés sur Instagram, ça me paraît logique. Mais aussi, si quelqu'un est impliqué dans des choses comme des transactions financières sur la blockchain et qu'il utilise ce potentiel cybernétique, cette piste numérique pour obtenir de l'argent. Il pourrait s'agir d'un groupe plus jeune, peut-être plus attiré par Instagram que par Facebook ou d'autres plateformes. Cela nous donne une idée du type d'individu ciblé comportementalement sans avoir identifié quelqu'un. Je suis vraiment reconnaissant qu'il n'ait pas encore qualifié cette personne d'intéressée, parce qu'à notre époque, c'est tellement préjudiciable pour les gens lorsqu'ils sont écartés ou qu'on se concentre davantage sur eux. Donc, quand je pense à tout ça, Chris, je suppose que ce que je fais, c'est que je me pose de plus en plus de questions. Je ne sais pas si ça aide ou pas, mais ça me rapproche un peu plus de l'idée de est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'aise avec la technologie
Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait être plus jeune que ma tranche d'âge, par exemple? Et certainement la tranche d'âge de Nancy est plus important encore. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au cours de ce crime qui a tout changé, comme la mort de Nancy? Si c'est le cas, la monnaie d'échange disparaît soudainement. Tu te demandes alors comment éviter la prison pour ça. Et tu sais, il y a tellement de questions. Et je comprends ça. Les forces de l'ordre, le FBI, le bureau du shérif local, ils essaient de donner des informations, mais aussi de rester vagues en même temps. Et c'est simplement la nature de ces choses-là. Quand il s'agit de ça, parce que je sais que TMZ a dit que pour eux, c'était un email, et je crois que c'était aussi le cas pour les chaînes de télévision locales. Et il semble que ce soit précisément celui dont parlent les forces de l'ordre, ce message envoyé. Je pense à l'imposteur, apparemment un homme sans lien, qui voulait juste profiter de la situation. En lisant la plainte du FBI, cela semble clair. Peu importe la technologie utilisée, ils ont vite découvert que c'était lui. Puis le SWAT a été envoyé chez lui en Californie. Dans ce cas, on ne sait pas ce qu'ils savent sur l'origine de cet email. Je veux dire, comment. Quel type de logiciel quelqu'un devrait-il avoir pour pouvoir se cacher du FBI en ce qui concerne l'origine de cet email? Oui, vous savez, ce n'est pas vraiment un domaine dans lequel je suis très compétent, à part pendant environ 14 mois où j'ai fait du travail en tant que contractuel pour une entreprise qui s'occupait de la collecte de renseignements sur le web profond, le dark web et le web de surface. Et la seule chose que j'ai apprise au cours de cette année passée avec ces personnes vraiment intelligentes, c'est que on peut usurper son email et déplacer des objets, c'est donc très difficile. Avant, il suffisait de se connecter à une adresse IP, ça marchait pour des gens comme moi, peut-être toi aussi, mais beaucoup de gens vont dans des bibliothèques ou d'autres endroits pour envoyer des informations. Je pense que ce que nous savons et sur quoi nous pouvons compter, c'est que ils ont déterminé que le portefeuille où l'argent numérique devait être livré est un véritable portefeuille. Savoir si cela peut ensuite être relié à un individu précis qu'ils peuvent désigner du doigt est une autre question. Mais cela montre vraiment à quel point la criminalistique est devenue puissante dans ce genre d'enquête, et c'est un cas où franchement on ne peut plus attendre très longtemps. Oui, et je ne sais pas, mais tu sais, tu as certainement 14 mois d'expérience là-dedans. C'est beaucoup, tu sais, 14 mois de plus que moi pour comprendre comment ces choses fonctionnent. Mais c'est comme, parce que je regarde ça, et c'est comme, je sais qu'ils en sont capables. S'il y a un piratage, ils peuvent le retracer jusqu'à la Corée du Nord. Genre, bah, comment, tu vois, quelle est la technologie disponible. Ça, si c'est une vraie rançon, note qui est ce groupe de personnes ou cette personne qui en a la capacité. Et peut-être que le FBI, tu sais, on observe souvent un décalage entre leurs déclarations publiques et ce qui se passe en coulisses. Avec une forte attention médiatique, ils préféreraient sûrement agir discrètement dans cette affaire. Donc on verra, tu sais, en espérant qu'à la fin, il y ait une issue heureuse et qu'on puisse, tu sais, voir un peu comment les choses se sont déroulées. La conférence de presse a révélé qu'ils ont l'ADN de Nancy et du sang devant la maison. À part cela, il ne semble pas, du moins d'après ce qu'a dit le shérif, qu'ils aient de l'ADN lié à autre chose. Il passe en revue la chronologie et remarque l'absence de la caméra de la sonnette, car le logiciel installé ne détecte que les mouvements, pas la vidéo. On sait qu'elle avait un pacemaker qui s'est déconnecté et qu'aucun ADN n'y est associé. Qui aurait pu faire ça? Je sais, hein, c'est cliché, mais comme dans les films, quand on dit que cette personne est un pro, elle sait ce qu'elle fait. Qui a réellement déjà fait cela et y a réfléchi? Est-il courant qu'un criminel soit aussi intelligent? Être capable de couvrir ses traces aussi, du moins à ce stade, il semble que cette personne l'ait fait. Ouais, l'enquêteur en moi veut examiner les choses par catégorie et ensuite essayer de tirer le fil de chaque catégorie. Donc, quand je pense à la possibilité qu'il s'agisse d'un délinquant organisé qui franchit la porte et commet ce crime, il y a des cases que l'on peut cocher qu'il remplit. La caméra Ring ou une autre, je ne sais pas exactement, c'était peut-être une Ring. Ça ressemblait à une caméra Google selon le cadre sur la porte, mais ce n'est pas important. Ils ont pris ça d'une manière ou d'une autre, ils ont eu de la chance ou ils savaient que la vidéo allait être effacée. Mais je ne vois pas un délinquant organisé. S'il savait que le système vidéo interne fonctionnait et qu'il allait même effacer ces images, il prendrait le risque que quelqu'un ne découvre pas sa disparition avant que la boucle de 8 heures ne soit effacée. Cela m'éloigne de l'idée d'une organisation. S'ils avaient vu la caméra,
ils se seraient concentrés sur la caméra extérieure et l'auraient supprimée. La plupart des gens, surtout avec Ring, ne peuvent plus avoir de caméra Ring sans connexion à un service. Ils prennent donc un gros risque. Ce qui veut dire que s'ils étaient organisés, ils viendraient masqués et ils se mettraient dans une position où ils ne pourraient pas être identifiés. Je commence à m'intéresser à ce genre de choses. Quand je pense à un délinquant organisé, et je sais que beaucoup de gens disent que tout cela pointe vers un délinquant organisé, il se peut que ce soit simplement quelqu'un arrivé maladroitement qui a cambriolé, puis les choses ont mal tourné et il a trouvé comment s'en sortir. Il pourrait croire obtenir une rançon ou profiter davantage de la situation. Je reviens aussi souvent à cette idée. Cela montre que c'est un gars désorganisé et personne n'en parle. Par exemple, on regarde le sang sur le porche, mais je ne sais pas si vous avez bien observé les débris sur le porche et les fleurs qui s'y trouvent. Et il semble que ça ait été renversé dans la zone du porche depuis ce pot. Donc, est-il possible qu'une approche d'escroquerie ait été utilisée à ce moment-là? Quelqu'un est allé sonner à cette porte et a dit quelque chose d'aussi fou que « Hé, c'est la police, je dois vérifier que tout va bien chez vous. » Parce que d'une manière ou d'une autre, cette porte s'est retrouvée ouverte. Donc, soit un prédateur est entré dans la maison par un autre moyen, puis il est sorti de la maison avec Nancy par cette porte. Puis un événement cataclysmique s'est produit sur le porche, causant cette mare de sang. Peut-être que c'est là qu'a eu lieu le premier contact où quelqu'un l'a convaincu par une ruse d'ouvrir la porte et de regarder dehors. Et vous savez, nous avons vu cela récemment avec les élus dans la région de l'UP, près des Grands Lacs, qui ont été tués il y a 1 an. Je crois qu'ils ont ouvert la porte croyant qu'un policier était dehors et ont été dupés. Je crois que nous avons couvert cette affaire ensemble. Minnesota, n'est-ce pas? Oui. C'est ça, oui. Et donc, on se demande, qu'est-ce qui expliquerait ce genre de comportement? Et je n'entends pas les gens en parler. Qu'est-ce que quelqu'un cachait derrière ce pot? Quand elle a entrouvert la porte, ils ont tendu la main pour l'attraper et la tirer. Cela a créé le champ de débris et cela a provoqué l'agression qui a causé le saignement sur le porche. Il y a donc tellement de choses. Alors vous me demandez ce que j'en pense en tant qu'enquêteur? J'ai juste une dizaine de cases sur mon tableau blanc dans mon bureau ici, où j'écris simplement des choses qui me viennent à l'esprit. D'accord, cela semble plus organisé mais aussi désorganisé. Et ce qui est intéressant là-dedans, Chris, c'est que statistiquement, un criminel désorganisé ne deviendra pas organisé au fur et à mesure que le crime avance, mais un criminel organisé peut arriver avec un plan parfait et tout peut commencer à s'effondrer. Eh bien, parce que je pense aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, qu'il y a certains aspects de l'histoire qu'on peut examiner à travers ce prisme. Être quelqu'un de très calculateur et méticuleux, tu vois. Par exemple, elle a un pacemaker qui se déconnecte ensuite. Peut-être qu'il déconnecte le téléphone à cause de la distance et le laisse exprès, sachant que la personne ne les suivra pas. Et puis, bah, c'est comme la caméra de la sonnette Ring. Ils enlèvent la caméra, tu regardes ça et tu te demandes, est-ce que c'est quelqu'un qui aurait su qu'elle avait un pacemaker? Qui aurait su pour la caméra de la sonnette Ring? Ou, tu vois? Et malheureusement, est-ce qu'ils ont eu de la chance que le pacemaker se déconnecte du téléphone sans savoir qu'elle en avait un? Et puis la caméra de la sonnette Ring, ils sont juste un peu effrontés et ils la prennent sans penser que, eh bien, une caméra de sonnette Ring enregistre généralement. Je sais, ils l'ont dit hier. Son abonnement diffuse en boucle sans stockage cloud, tu vois. Peut-être que cette personne a juste eu de la chance. Donc, c'est comme s'il y avait deux façons, tu sais, moi tu pourrais les voir des deux points de vue, comme c'est quelqu'un qui est juste effronté, ou c'est quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Quand tu regardes Chris, laisse-moi te demander ceci. Laisse-moi te demander ceci, si tu mets ton esprit, tes pensées et tes sentiments dans la peau du prédateur. Tu y es allé en sachant que la sonnette connectée effacerait les enregistrements après 1, 2 ou 8 heures automatiquement. Prendrais-tu quand même le risque de la laisser là si c'était le cas? Et je ne pense pas qu'un criminel organisé prendrait ce risque. Tu parles du pacemaker relié à son mobile et son téléphone est apparemment dans la voiture. Tu dois te poser des questions d'un point de vue comportemental. Attends 1 minute, pourquoi ce téléphone est-il dans la voiture? Avait-elle ce téléphone quand elle est allée chez sa fille pour dîner pendant ces 4 ou 5 heures?
Si elle avait le téléphone, alors quelle action a été faite pour que ce téléphone se retrouve dans la voiture plutôt que dans la maison? Lorsqu'elle est rentrée à la maison à 22 heures, vous posez ces questions et tentez d'y répondre. Avec un peu de chance, les données télémétriques du téléphone nous en diront plus. Oui, c'est un bon point, car cela semble, vous savez, et encore, je pense aux affaires. Nous avons récemment traité Spencer et Monique TP dans l'Ohio, et je repense aussi à l'affaire Koberger. Dans les deux cas, la police affirme une chose publiquement. Puis après l'arrestation, on découvre qu'ils étaient bien plus avancés dans l'enquête que prévu. Bien sûr, dans le cas du docteur Michael Mackey, tout cela n'est encore qu'une allégation à ce stade. Mais je me souviens que la veille de l'arrestation, ou 2 jours avant, le chef de la police était à la caméra en train de dire « Je n'en ai aucune idée. Vous savez, nous n'avons pas de suspect pour le moment. » Et puis maintenant, avec les informations qui sortent, on se rend compte qu'en réalité, ils en avaient bel et bien un. Et tu sais, Mike, la vraie question, c'est pourquoi une femme de 84 ans, oui, je comprends qu'elle a une fille célèbre et franchement riche, mais en même temps, elle a des problèmes de santé, tu sais. Et c'est comme, pourquoi un ravisseur ferait ça? Je suppose, quand? Et je sais que c'est la grande question à laquelle on essaie tous de répondre. Mais pourquoi un ravisseur prendrait-il quelqu'un d'aussi vulnérable sur le plan de la santé? Ouais, je suppose qu'on devrait essayer de deviner s'ils ont vraiment réfléchi à cette partie du scénario. Il faut réfléchir à qui est la victime et pourquoi. Nancy est-elle devenue une victime? Parce que Nancy avait quelque chose dont il pouvait profiter, et en tant que femme de 84 ans qui n'a pas pu prendre son téléphone, qui n'a pas pris son portefeuille, on se dit alors qu'il n'y a aucune raison financière pour que Nancy résolve un problème pour un prédateur. Faut-il se demander si elle sert de levier pour obtenir plus d'argent, comme potentiellement les membres de la famille qui pourraient intervenir et offrir cela? Et donc, encore une fois, on voudrait que ces affaires soient simples. Mais en réalité, je pense que c'est toujours le cas. Ce qui m'a toujours passionné dans une enquête, c'était nous n'avons pas besoin de connaître immédiatement toutes les réponses, mais ce que nous devons savoir, c'est ce que les faits nous disent, parce que les faits nous mèneront à la vérité. J'espère que nous aurons bientôt de bonnes nouvelles. Mike King, merci d'être venu sur Law and Crime. Vous animez Profiling Evil et lancez le podcast Jardin du Mal sur la secte Zion Society. Où peut-on l'écouter? Que faut-il savoir à ce sujet? Sur n'importe quelle plateforme de podcast que vous utilisez, vous pouvez y aller et ce podcast y sera disponible. C'est l'histoire de mon livre « Tromper, le mémoire d'enquête sur la secte de la Société de Sion ». Et ce qui est vraiment génial avec ce podcast, Chris, c'est qu'il nous a fallu 2 ans pour le réaliser et le produire. De nombreuses survivantes ont aujourd'hui 45 ou 50 ans. Certains policiers étaient présents lors de la descente. Nous avons les procureurs, nous avons les travailleurs de soutien aux victimes et nous avons toutes ces personnes qui participent pour parler de l'affaire et partager leurs souvenirs de l'époque. Mais surtout, nous avons aussi découvert certaines choses en cours de route dont nous n'avions jamais eu connaissance et que j'avais complètement manqué lors de l'enquête. Podcast génial à écouter, Jardin du Mal, au cœur de la Société de Sion. Excellent podcast à découvrir. Mike King, ex-commandant de police et animateur de Profiling Evil, toujours un plaisir sur Law and Crime. Merci d'avoir évoqué cette affaire. Merci Chris. Avant de partir, je veux montrer ces chiffres à l'écran une dernière fois. Si vous regardez ceci et que vous avez des informations sur Nancy Guthrie et sur l'endroit où elle se trouve ou sur la personne qui l'aurait enlevée, contactez le bureau du shérif du comté de Pima ou le FBI pour le comté de Pima. 520 350 et un 400 90 00 permet l'anonymat, le 1-800 call FBI, ou vous pouvez aller sur tips.fbi.gov et là aussi vous pouvez rester anonyme. Ce sera tout pour l'affaire présentée par Law and Crime. Suivez-nous sur YouTube, en Spotify et retrouvez sur l'affaire sur Peacock. Je suis Law and Crime. On se retrouve la prochaine fois.